Alors il existe, en fonction des familles de thé, nous avons des très grands noms qui ressortent, donc notamment, bon sur les thés verts. Il faut savoir que les grands crus de thé vert sont, essentiellement fabriqués dans la région du Fujian. Donc je vais vous donner quelques grands noms, heu, qui à mon sens, sont importants de connaître. Alors un classique qui est là, un thé quotidien, chinois, mais qui reste un grand cru, c'est le Longqing. Longqing, ce thé se caractérise par des feuilles, très plates, assez longues, très plates, puisque les feuilles sont passées dans un wok et avec une meule, on aplatit en fait les feuilles de ce thé. Donc Longqing, ça veut dire le puits du dragon. Parce que le premier théier de Longqing, historiquement, a été découvert près d'une grotte où, selon la légende, il y avait un dragon qui vivait à l'intérieur. Donc on l'a appelé le puits du dragon. C'est un thé qui naturellement est fleuri. Sur les premières récoltes de printemps, il va développer des petites notes de châtaigne, noisette châtaigne légèrement, un thé vraiment très délicat, très agréable. Ça, c'est un des grands noms de thé chinois. Après, on va avoir également en thé chinois le pilochun. Pilochun, ça veut dire vert pâle spirale, vert pâle de jade. C'est un thé, c'est un grand cru de thé, sur lequel on va cueillir le bourgeon et la première feuille liée au bourgeon. Donc c'est un thé exceptionnel, assez rare et les feuilles sont torsadées en forme de spirale. Donc un thé, que les amateurs recherchent, beaucoup. Le grand cru des thés verts chinois qui jusqu'à 5 ans en arrière était considéré comme un thé blanc, c'est Anji Bai Cha. C'est un thé, d'ailleurs on l'appelle thé blanc d'Anji. C'est une région, c'est une ville en fait et ce thé provient de théiers sauvages. Donc des théiers qui sont accrochés à la montagne, donc très difficiles d'accès et c'est un thé, donc il y a eu des recherches, effectuées, par des scientifiques qui ont prouvé que finalement c'était pas un thé blanc, mais bel et bien un thé vert, mais qui va procurer une infusion très pâle. Par contre, avec un bouquet d'arômes exceptionnel. Donc, en tant qu'amateur de thé, quand on a la chance de pouvoir, boire et découvrir Anji Baicha, c'est vraiment le summum des thés verts, chinois. Et d'ailleurs, ce thé, pour la petite histoire, est toujours dégusté dans un verre translucide, un grand verre, parce que, lorsque l'on vide l'eau sur les feuilles et les bourgeons vont faire une danse dans le thé, en fait, dans l'infusion. Les feuilles descendent le long du thé et c'est juste magique. Voilà pour les thés verts, chinois. Donc maintenant, je vais vous présenter, les grands crus de thé vert japonais. Donc, petit rappel historique, le thé a été introduit au Japon, aux environs du 8e siècle grâce à des moines bouddhistes qui avaient, découvert le thé, donc en Chine lors des longues périodes de méditation. Ils buvaient du thé pour se tenir en éveil. Et donc, ils ont introduit le thé, au Japon. Ils ont souhaité le ramener, le faire découvrir, au Japon. Les Japonais étant un peuple, très, respectueux des traditions, ont découvert donc en Chine un procédé de fabrication des feuilles à la vapeur, ce qu'on appelle l'étuvage, un procédé de cuisson des feuilles à la vapeur qui se traduit donc en japonais sancha. Donc, quand vous entendez parler des thés verts, sancha, c'est pas une famille de thé à proprement dit, c'est vraiment un procédé de fabrication des feuilles. Donc, au niveau des familles, de thé, au Japon, nous avons un grand cru qui s'appelle le gyokuro. Gyokuro veut dire perle de rosée. C'est un thé qui va procurer une infusion très pâle, très, très délicate
et qui est, vraiment un bouquet de saveurs, en bouche. Ce thé a une particularité, en fait, 15 jours à peu près avant la date prévue de la récolte, les jardins de thé sont recouverts d'une bâche, noire, quelques heures par jour. Donc le temps d'ombrage en fait, fait grâce à cette bâche va aller de façon croissante. Donc sur les premiers jours, on va, laisser cette bâche environ 5 heures par jour, ce qui va, pousser la chlorophylle des feuilles de théier puisqu'ils vont rechercher à capter le soleil et développer, la photosynthèse. Et ce procédé de fabrication va vraiment procurer des notes très particulières à ce thé, le Gyokuro. Ensuite, vous avez en thé classique, un thé quotidien, donc le sancha du Japon, qui, comme je le rappelle, donc est vraiment un procédé de cuisson et de fabrication des feuilles à la vapeur. Ce procédé de préparation des feuilles va permettre en fait au thé de conserver toute sa couleur. Les feuilles de thé vont être d'un vert très très puissant et vont conserver vraiment toute la tendresse des feuilles et tous ses arômes. Ensuite, vous avez également au Japon un autre thé, qui s'appelle le Genmaisha. Genmaisha, c'est un thé vert, donc un sancha, qui est agrémenté de grains de blé et grains de riz soufflés. C'est un thé qui est très répandu au Japon pour ses vertus, thérapeutiques et médicinales, puisque c'est un thé qui va, hem, protéger l'appareil, digestif et qui va être très efficace en cas de problèmes, intestinaux, ballonnements. Donc on le consomme énormément au Japon, pour ces raisons-là. Je vous explique rapidement, la petite, histoire du Genmaisha qui est intéressante à reproduire en dégustation, à expliquer. Donc c'est un thé, qui à l'origine, à l'époque des samouraïs, un samouraï avait demandé à son valet de lui préparer son thé et le valet, au moment de servir le thé, a malencontreusement renversé une tasse de riz dans le thé. Le samouraï lui a alors tranché la tête puisqu'il n'a pas pu boire son thé et il s'est avéré qu'au moment où il a dégusté tout de même cette tasse de thé, le thé était excellent. Donc en l'honneur, du défunt valet, le samouraï lui a donné son nom, d'où le nom de Genmaisha.